En général, les historiens étudient les événements, mais ils peuvent aussi étudier la mémoire des événements. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, on peut étudier l'histoire de la guerre, qui s'arrête en 1945. Mais on peut aussi étudier la mémoire de la guerre, c'est-à-dire la manière dont les souvenirs de la guerre travaillent la société française après 1945. Cette mémoire est plurielle et parfois contradictoire, puisqu'au sein de la société française, il existe différents groupes sociaux ou différents groupes politiques. Et ces groupes n'entretiennent pas le même rapport à la guerre. On ne peut pas comprendre les mémoires de la guerre en France sans voir à quel point la défaite de 1940 et l'occupation ont été traumatisantes. La France de 1945 est un pays blessé dans son orgueil national. Elle a perdu son statut de grande puissance militaire et le régime de Vichy a collaboré avec le régime nazi, condamné par l'intégralité des pays vainqueurs. En bonne logique donc, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale devrait être un souvenir de défaite, un souvenir honteux. Et pourtant, la France de 1945 fait partie des pays vainqueurs, et c'est un pays qui ne sera pas soumis à l'occupation militaire américaine, et qui aura un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Car Charles de Gaulle, le chef de la France libre, a réussi un coup de maître politique. Il s'est imposé aux yeux des Alliés comme le seul dirigeant légitime de la France. Or, pour de Gaulle, la France de Vichy qui a collaboré avec l'Allemagne est une fausse France, alors que la vraie France, celle de Gaulle, s'est battue jusqu'au bout à côté des Alliés. Nous voyons bien ici que cette version de l'histoire implique une mémoire très particulière de la Seconde Guerre mondiale. Parce que si on veut présenter la France comme un pays vainqueur qui a lutté jusqu'à la fin, alors il faut que les Français aient été massivement résistants. Or, en vrai, on sait bien qu'une petite partie seulement des Français a résisté, qu'une petite partie a collaboré activement, et que la grande majorité est restée passive ou attentiste. Adhérer à ce récit mythique, selon lequel la France aurait massivement résisté à Vichy et aux Allemands, permet aux Français de retrouver leur fierté nationale en 1945. Cette mémoire de la guerre, l'historien Henri Rousseau lui a donné un nom. Il a appelé ça le résistentialisme, c'est-à-dire l'idée que la France, dans son ensemble, a résisté. Cette mémoire résistentialiste a deux caractéristiques. Premièrement, c'est une mémoire héroïque, c'est-à-dire qu'elle s'attache aux héros, aux résistants, qui ont fait preuve d'un courage particulier. Et deuxièmement, c'est une mémoire unanimiste, ce qui signifie que le peuple français est présenté comme uni dans la résistance, uni au-delà de ses divisions politiques. L'exemple le plus frappant, c'est celui du Parti communiste français, qui est fondamentalement en fait en accord avec la mémoire encouragée par De Gaulle, à qui il est pourtant opposé politiquement. Alors pourquoi ? Parce que le PCF se présente comme le parti des 75 000 fusillés et tire un grand prestige de son rôle dans la résistance. Cette mémoire résistentialiste, l'État la met en scène lors de cérémonies publiques. La plus célèbre de ces cérémonies, c'est l'entrée au Panthéon de Jean Moulin en 1964. Jean Moulin, c'est l'unificateur de la résistance française. Par ce geste, l'État honore Jean Moulin, mais il honore aussi toute la résistance et bien sûr le général de Gaulle. Car comme le discours d'André Malraux le rappelle, c'est sur les ordres de Gaulle que Moulin a unifié la résistance. Dans ce cas donc, on voit que la mémoire de la guerre est utilisée pour affirmer la légitimité du pouvoir politique du général de Gaulle. Mais comme tout récit mythique, la mémoire résistentialiste laisse de côté les vérités qui gênent. C'est un point important à retenir. La mémoire d'un événement, c'est bien sûr ce dont on se souvient, mais c'est aussi ce qu'on oublie. Par exemple, après 1945, on parle assez peu de la collaboration ou du régime de Vichy. On parle assez peu également de l'épuration qui a eu lieu après la guerre. L'épuration, ça signifiait le jugement des collaborateurs, dont certains ont même été exécutés, parfois dans des circonstances assez troubles. Mais l'épuration, c'était aussi l'humiliation de ces femmes qu'on a tondues à la libération parce qu'elles avaient eu des relations sexuelles avec des Allemands. De son côté, le Parti communiste veut faire oublier qu'il n'a résisté qu'à partir de 1941, date de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Avant cette date, il est resté globalement inactif, car l'URSS et l'Allemagne étaient liés par le pacte germano-soviétique de 1939. D'autre part, il y a des dimensions de la guerre qu'on n'oublie pas, certes, qu'on n'ignore pas, mais à qui on ne donne pas une place centrale. Par exemple, le génocide des Juifs. Tout le monde sait, depuis la libération des camps en 1945, que les nazis ont essayé d'exterminer les Juifs d'Europe, et donc aussi de France. Mais rappelez-vous que la mémoire de la guerre est unanimiste. On est réticent à présenter le sort des Juifs comme particulier, comme différent de celui des autres Français. Par ailleurs, la mémoire dominante de la guerre est héroïque,
Or, dans leur grande majorité, les Juifs déportés sont de pures victimes. Hommes, femmes et enfants assassinés parce qu'ils étaient juifs, ils ne correspondent pas à l'image du héros résistant qu'on veut mettre en avant. La communauté juive, elle, conserve bien sûr la mémoire du génocide, mais elle en parle assez peu en public. Tout d'abord, très peu de juifs sont revenus vivants des camps de la mort. Il y a donc peu de victimes capables de témoigner directement. Par ailleurs, les survivants sont souvent touchés par la honte d'avoir survécu, alors que les autres sont morts. Et plus généralement, le génocide est un souvenir traumatisant que beaucoup de juifs préfèrent taire. Le grand tournant dans la mémoire de la guerre en France, ce sont les années 70. Plusieurs facteurs vont alors conduire à remettre en cause la mémoire résistentialiste. Fondamentalement, en premier lieu, il s'agit d'abord d'un changement générationnel. Les Français nés après 1945, qui n'ont pas vécu la guerre, arrivent à l'âge adulte à la fin des années 60. Et pour eux, la guerre est moins importante que pour leurs parents, et ils sont donc en rupture avec la mémoire officielle de 39-45. D'une part, beaucoup d'entre eux contestent le pouvoir de De Gaulle, qui tire sa légitimité de la guerre. En mai 68, par exemple, les étudiants manifestent en criant CRS-SS, slogan qui assimile les forces de l'ordre à des nazis. Pour la génération précédente qui a vécu la guerre, c'est bien sûr un sacrilège. Deux œuvres symbolisent bien cette transformation de la mémoire de la guerre en France. La première œuvre, c'est un documentaire réalisé par Marcel Ophuls en 1971 et qui s'appelle Le chagrin et la pitié. Le chagrin et la pitié donnent une vision de la France sous l'occupation qui remet en cause la mémoire héroïque de la guerre. Dans ce documentaire, Ophuls fait un tableau très critique des Français sous Vichy, en montrant notamment la collaboration et l'antisémitisme qui règnent dans la société française de l'époque. Le deuxième ouvrage est celui de Robert Paxton, un historien américain qui publie en 1973 La France de Vichy. La mémoire honteuse de Vichy revient au premier plan en France avec ce livre. Paxton y démontre notamment que le régime de Vichy a collaboré avec les Allemands beaucoup plus activement qu'on ne le pensait. Mais le changement le plus fondamental, c'est celui qui touche la mémoire du génocide juif. Cette mémoire qui était périphérique, secondaire, on l'a vu, va progressivement devenir centrale. En 1961, les services secrets israéliens arrêtent en Argentine un haut responsable nazi qui a joué un rôle déterminant dans l'extermination des Juifs. Ce responsable s'appelle Adolf Eichmann. Ramené en Israël pour être jugé, son procès est filmé. Les téléspectateurs du monde entier assistent donc aux nombreux témoignages de rescapés et le génocide juif sort de son oubli relatif. Toutefois, c'est seulement à partir des années 70-80 que le génocide devient central dans la mémoire de la guerre. La figure centrale de la guerre est donc de moins en moins le héros, c'est désormais la victime. L'œuvre clé de cette évolution est un documentaire qui dure 10 heures et qui s'appelle Shoah, réalisé par Claude Lanzmann en 1985. Lanzmann décrit le système génocidaire nazi et il interroge de nombreux témoins et de nombreux survivants. Le mot Shoah signifie en hébreu catastrophe. C'est le terme utilisé pour désigner le génocide. À la suite de ce film, ce mot Shoah s'impose dans la société française. Et le fait d'employer un terme hébreu montre bien que le génocide juif est désormais identifié comme différent des autres crimes nazis, comme singulier. Les années 80 voient aussi le développement de ce qu'on appelle le négationnisme, un discours qui nie l'existence de la Shoah. La position des négationnistes n'est pas historique, car ils n'ont pas de preuves, c'est une position politique, qui permet d'excuser le régime nazi de ses crimes les plus graves, et en général le négationnisme est au service d'un discours antisémite. Ce phénomène pousse donc des survivants de la Shoah et des historiens professionnels à prendre la parole publiquement pour combattre les positions négationnistes. En 1987, la France suit à la télévision le procès de l'ancien nazi Klaus Barbie, responsable de la déportation de nombreux juifs dans la région de Lyon pendant la guerre. Les années 90, elles, voient un autre tournant dans la mémoire de la guerre. En 1995, le président de la République, Jacques Chirac, reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs vers les camps d'extermination. Et il fait son discours au Vélodrome d'hiver, où avait eu lieu une grande rafle de Juifs français en 1942. Or, ce discours est une véritable rupture. En effet, la mémoire gaulliste considérait Vichy comme illégitime. Par conséquent, la France n'avait pas à s'excuser des crimes de Vichy. Jacques Chirac, pourtant considéré comme un gaulliste, décide au contraire d'assumer la responsabilité de l'État français
sous Vichy, et donc de présenter des excuses officielles. Le procès de Maurice Papon, qui a lieu en 1997, est un autre signe de ce tournant, car contrairement au procès Klaus Barbie, c'est un Français qu'on juge, non un Allemand. Ayant réussi à échapper à l'épuration, Maurice Papon a 87 ans quand on le juge pour son rôle dans la déportation des Juifs. Le fait de juger un homme aussi âgé est un signe que la France n'oublie pas et essaie de régler ses comptes avec son passé. La société française est donc désormais capable, dans son ensemble, de porter un regard relativement objectif sur les années 39-45. La grande majorité de la population française actuelle est née après la guerre. Elle a donc un rapport à cette époque plus distancié, plus objectif que les générations précédentes. Par ailleurs, de nombreux historiens travaillent sur la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une période bien connue et généralement analysée avec sérieux. Cependant, on peut dire que la mémoire de la guerre garde en France un statut particulier. D'une part, la Shoah reste, en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, le symbole le plus fort des crimes nazis, et même d'ailleurs le symbole du mal absolu, de ce que les hommes peuvent faire de pire à d'autres hommes. Cette mémoire du génocide commence aujourd'hui à être étendue au génocide des Tziganes, également exterminés par les nazis. Mais c'est un épisode qui est beaucoup moins bien connu du grand public. D'autre part, dans le monde politique, la résistance reste une référence morale incontestable, à droite comme à gauche. En 2007, le président de droite, Nicolas Sarkozy, décide que la lettre d'adieu de Guy Môquet, un jeune résistant fusillé par les Allemands, sera lue dans tous les lycées une fois par an. Quant à la gauche, elle se réclame régulièrement de l'héritage du Conseil national de la résistance pour défendre sa conception de l'État-providence. Malgré le temps qui a passé, la mémoire de la guerre en France reste donc une mémoire vivante.